il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser cette diapo pour pas que, comment on dit, C'est bon, c'est lisible. Oui, 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 je peux l'avoir, docteur. Très bien. Chers participants, bon après-midi à vous tous. Pardon, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Méthode de classification en machine learning. Donc, ce séminaire se tournera autour de la compréhension des bases de la classification en machine learning, l'exploration des principaux algorithmes de classification et enfin l'identification des étapes de construction d'un modèle de classification. Tout cela avec Dr. Quds Hassin, membre du corps professoral de l'Université
l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Coates. Dr. Coates, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, cher Malak, pour cette présentation. Bienvenue à vous tous. Alors, dans ce séminaire, on va parler un peu de méthodes de classification dans le machine learning. Bon, en fait, on va juste introduire ces méthodes de classification. On va voir le concept général quand on applique les méthodes de classification et un algorithme, un algorithme qui sert à résoudre des problèmes des classifications. Alors, juste la classification, ça intervient dans l'apprentissage automatique, mais l'apprentissage aussi, plus particulièrement l'apprentissage supervisé. Donc, c'est-à-dire quoi, apprentissage supervisé? C'est-à-dire, voilà, on essaye d'entraîner la machine à prendre des décisions à partir des données. Donc, comme nous, les êtres humains, on comprend à partir des exemples. Si je vous dis, par exemple, 1 étoile 1 égale à 2, 2 étoile 2 égale à 4, et je vous demande 3 étoile 3, vous allez comprendre que étoile sert comme somme. Donc, vous allez dire, voilà, 3 étoile 3, ça fait 6 par la logique. Donc, c'est quelque chose comme ça. On vous donne, donc on donne aux machines quelques exemples, on appelle ça le dataset, des données, des bons exemples. Donc, et puis, on demande de la machine de donner le résultat pour des nouvelles entrées. Donc, par exemple, donc, si je parle d'un exemple dans l'apprentissage supervisé, ici, vous voyez ce premier exemple, on peut ici avoir comme entrée un email, c'est-à-dire on peut compter le nombre de fautes d'orthographe, par exemple, dans un mail. Donc, on va noter ça, X1, le nombre de fautes d'orthographe, le nombre de liens, X2. Voilà, donc X1, X2. On peut avoir une autre caractéristique. Est-ce qu'il y a des chiffres, des divises, etc., X3. Donc, voilà, on a des données à l'entrée. Donc, c'est notre mail là, ou bien les caractéristiques des mails. Et puis, on dit à la machine, voilà, il s'agit d'un spam ou bien non. Donc, spam ou bien non, on peut bien sûr modéliser ça par 0 ou bien 1. 0, ce n'est pas un spam. 1, c'est un spam. Donc, comme ça, voilà, ça, c'est un exemple pour résoudre un problème en utilisant l'apprentissage supervisé. Donc, on donne des données et on demande que la machine s'entraîne à déterminer, on peut donner un nouveau mail à la machine et puis elle peut déterminer est-ce qu'il s'agit d'un spam ou non. Un autre exemple, encore dans l'apprentissage supervisé, on peut donner un audio. Et avec cet audio-là, on peut donner les transcriptions de texte. Donc, pour chaque audio, on donne la transcription de texte, un deuxième audio et transcription, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, comme ça, on a donné des bonnes données à notre machine. Et puis, on se demande, maintenant, on va vous donner un nouveau audio. Et ça sera la tâche de la machine de faire la transcription de ce nouveau audio. Donc, on appelle bien sûr cet exemple la reconnaissance vocale. Ou bien encore, on a déjà fait même un workshop sur la traduction automatique en utilisant l'apprentissage supervisé. Alors, pour la traduction automatique, c'est de même. On donne là une suite. On va donner des suites. Voilà, une chaîne de caractères, par exemple en anglais. Et voilà, là, on donne la traduction en espagnol. Bien sûr, je ne sais rien en espagnol, donc je ne peux rien écrire. Mais voilà, donc l'exemple, je donne des phrases en anglais et elles correspondent à quoi en espagnol, par exemple. Donc, on va faire entrer beaucoup, bien sûr, beaucoup des phrases, on va dire des milliers et des milliers de données à cette machine-là. Et puis, une fois entraînée, on demande à la machine de, voilà une nouvelle phrase en anglais, allez faire maintenant la traduction en espagnol. Donc, la traduction automatique, les publicités en ligne, c'est-à-dire la machine s'entraîne à savoir quelles sont donc les publicités susceptibles d'être cliquées. Donc, à partir de qu'est-ce que vous regardez sur YouTube, qu'est-ce que vous cherchez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Google.
Donc, la machine va s'entraîner et elle va de plus en plus va bien comprendre quelles sont les publicités susceptibles d'être cliquées. Donc, vous pouvez cliquer sur cette publicité, oui ou non. Donc, encore, il s'agit de 0 ou 1. C'est-à-dire, voilà, cette publicité peut-être vous intéresse 1 ou bien ne vous intéresse pas, donc c'est 0. Voiture autonome, encore, ça entre dans l'apprentissage supervisé, inspection visuelle, ainsi de suite. Donc, ce sont des exemples pour l'apprentissage supervisé. Alors, bon. Donc, en quelques mots, l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire on va essayer d'entraîner la machine à partir des données. On va donner plusieurs exemples à la machine. Donc, voilà. Et puis, on donne maintenant un nouveau exemple et on demande à la machine, cette fois, de résoudre ou bien de trouver la solution. Alors, 2 types d'apprentissage supervisé sont très connus, très utilisés. La régression linéaire, c'est le premier type, la régression linéaire, et la classification. Pour la régression linéaire, on a déjà fait une formation. Bon, on a fait une formation sur comment utiliser Python en machine learning. Et on a pris comme exemple la régression linéaire. Donc, je veux rappeler un peu la régression linéaire et puis passer à la classification. Donc, pour la régression linéaire, ça donne un résultat comme prix d'une maison. Donc, prix d'une maison, c'est le prix, ça va être dans un intervalle. Ça peut être $100 ou bien 120 ou bien entre 100 et 120, il y a une infinité de possibilités encore. Donc, on va dire, on utilise le modèle de régression linéaire lorsque la sortie va être un intervalle. Donc, il y a une infinité de possibilités contenues dans un intervalle. Pour la classification, on va dire par exemple, si par exemple j'aimerais savoir si cette image, il s'agit d'un chat ou bien d'un chien. Est-ce que cet homme-là est heureux ou bien triste? Ou bien si on parle d'une tumeur, on va dire est-ce que cette tumeur est bénigne ou bien maligne? Voilà, donc il y a des classes, il y a des catégories. Et juste, on demande à la machine de déterminer. Alors, notre exemple maintenant, il est dans quelle catégorie? Par exemple, mail. Mail, il est spam ou bien non spam. Donc ça, on va utiliser la classification. Il s'agit d'un exemple de classification. Si, par exemple, je me demande prix d'une maison ou bien la surface, donc je donne le prix, je me demande à peu près ça sera combien la surface, encore la surface, c'est on va dire mètre carré ou bien pied au carré en Amérique, et ça sera toujours un intervalle contenu. On ne peut pas classer ça dans catégorie. Sauf peut-être on dit voilà donc outstanding ou bien autre. Voilà, on peut encore parler de problèmes de classification dans ce sens-là. Voilà, donc si je commence par la régression linéaire, donc on va commencer par ce petit exemple-là. L'exemple de prédire le prix d'une maison en fonction de sa taille. Donc, bon, sa taille, en fait, bon, la surface, on va dire, hein, je préfère surface. Surface. Voilà. C'est-à-dire, voilà, j'ai des données. Bien sûr, on va se fixer, par exemple, Paris ou bien Île-de-France ou bien, je ne sais pas, aux îles de Comores, si vous voulez. N'importe. On va fixer dans un pays, dans une ville bien déterminée. Et on a un tableau, certainement, on va dire tableau Excel, par exemple, qui contient pas mal des exemples. On va dire des milliers des exemples. On a une première maison ayant, par exemple, comme surface 200 mètres carrés. Et le prix vendu, c'est par exemple, je veux dire $200. Hein. Je dis n'importe quoi, bien sûr, c'est pas réaliste. Voilà, donc une autre maison donc, de surface X2, les prix c'était Y2. X3, autre maison, le prix c'était Y3. Donc, on a déjà des données. On sait très bien les prix pour plusieurs maisons dans cette région-là. Et maintenant, juste, je veux utiliser, bien sûr, on peut utiliser le langage de programmation Python pour visualiser ces données-là. Comment les visualiser? On peut noter juste un point. Par exemple, ici, on a une maison ayant une surface, je veux dire, par exemple, 500 pieds au carré. Et ici,
le prix, c'était, on va dire, moins que 100 dollars ou bien, je ne sais pas, ici, 100 milliers de dollars, ici, on va dire quelque chose. Voilà, ici, chaque point représente une maison vendue avec la surface sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, le prix. Donc, et vous voyez, on a un nuage de points qui contient beaucoup d'informations. Et là, pour la régression linéaire, on se demande, j'aimerais bien modéliser ou bien chercher la droite, c'est-à-dire, voilà, cette droite-là, rouge, qui est à la forme AX plus B, qui entre dans ce nuage de points. Je peux utiliser pour approximer les valeurs pour des nouvelles entrées. Donc voilà, on commence comme ça dans le modèle de régression linéaire. On a des données, on peut les visualiser par un nuage de points, comme suit. Voilà, et puis maintenant, on a, voilà, ce sont des données. Et maintenant, si j'ai une nouvelle maison et la surface est quelque chose plus que 2500, voilà, quelque chose comme ça. Je me demande quel sera le prix convenable pour cette nouvelle maison. Et là, je dois bien sûr avoir une droite qui approxime ou bien qui entre au mieux dans ce nuage de points qui peut m'aider à prédire la valeur ou bien le prix de ce nouvel point-là. Voilà, je dis, voilà, alors, d'après mon modèle, le prix sera donné par ce chiffre obtenu ici sur l'axe des ordonnées. Maintenant, pour le modèle de classification. Je considère l'exemple de détection de cancer. Donc, il y a une tumeur dans plusieurs patients, donc on a plusieurs données et on a fait les diagnostics pour chaque patient selon le diamètre en centimètres de cette tumeur-là. Donc ici, vous voyez ici dans ce tableau, ici c'est la taille ou bien le diamètre de tumeur. Pour le premier patient, c'était d'un 1 cm. Et puis après, après le biopsie et tout, on a trouvé que cette tumeur-là est bénigne. Il n'y a pas de cancer. Donc, absence de cancer, on a écrit 0. Et puis, un deuxième patient. Et on a fait les diagnostics. La tumeur, c'est de diamètre 5 cm. Et puis, après les biopsies, on a trouvé que vraiment, malheureusement, c'est une tumeur cancérieuse. Et donc, cette tumeur est maligne. Donc, on écrit 1. Et voilà, donc on a plusieurs patients. Déjà, on a des données. Là, donc, on a comme entrée, le X ici, c'est le diamètre ou bien la taille de notre tumeur. Et là, c'est la sortie, c'est soit maligne, soit bénigne. Donc, soit 0, soit 1. Voilà, on va trouver soit 0, soit 1. Et maintenant, juste comme on a fait avec la régression linéaire, on va représenter ces données-là, ce dataset, sur un repère. Donc, ici, sur l'axe des abscisses, je veux écrire les points qui représentent la taille ou bien le diamètre de la tumeur. Donc, ici, voilà, on a un premier patient avec une tumeur ayant, on va dire, 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Là, on a un patient déjà. Donc, on a un patient, on a fait la diagnostic que vous voyez en bleu là. Il y a un patient, c'est-à-dire, ici, vous voyez sur l'axe des abscisses le diamètre de tumeur. Et pourquoi c'est sur l'axe c'est exactement sur l'axe des abscisses X là? Parce que cette tumeur-là est bénigne. Donc, ici, la valeur de Y, c'est 0. Encore ce patient-là, il a une tumeur qui a un diamètre bien fixé et c'était bénigne, donc la valeur c'est 0. Encore ça c'est 0, Y 0. Là malheureusement pour ce patient-là, il a une tumeur de taille on va dire 5 et c'était maligne, donc c'est 1. Donc on écrit ce point-là. Deuxième patient bénigne, un autre patient maligne. Bénigne, maligne. Donc, vous remarquez pour le modèle de classification, la sortie qui est Y ici prend exactement, bon là dans notre exemple, prend exactement deux valeurs, soit 0, soit 1. Donc, soit dans la classe 1, soit dans la classe 2. Voilà la différence entre
la classification et la régression. Bien sûr, vous pouvez demander, voilà, je peux faire cela autrement, je peux représenter ce nuage de points autrement, puisque ici, on a exactement deux valeurs, deux classes dans notre exemple, soit 0, soit 1. Je peux tracer ça juste sur une seule axe. Il s'agit d'un cercle bleu si c'est la tumeur est bénigne, ou bien par un croix, un X là en rouge si la tumeur est maligne. Et voilà, je peux voir encore une autre représentation pour le modèle de classification. Bien sûr, lorsque je dis il y a deux classes, on peut avoir des modèles de classification avec trois classes ou bien plus. On peut, par exemple, toujours dans l'exemple de cancer, bien sûr, vous savez que on peut parler de cancer de type 1, cancer plus dangereux de type 2, etc. Et donc, on peut avoir en fait plusieurs classes et on peut le représenter par plusieurs façons. Alors, voilà donc, je considère cet exemple-là, donc l'exemple de classification avec ici toujours deux classes. Donc, j'ai représenté ici sur toujours l'axe des abscisses pour la taille de la tumeur et l'axe des ordonnées, par exemple, c'est l'âge. Donc là, donc on a combien d'entrées? On n'a pas seulement la taille ou bien le diamètre. Donc, on a la taille et l'âge de l'individu. Et puis, on a est-ce que c'est maligne ou bien bénigne. Donc, ici, soit 0, soit 1. Donc, le X, maintenant, les caractéristiques, on peut parler d'une seule, bien sûr, variable, c'est-à-dire juste une seule entrée X, on va dire diamètre. Ou encore, bien sûr, pour être plus réaliste, il y a plusieurs facteurs pour dire est-ce qu'une tumeur est bénigne ou bien maligne. On peut parler de l'âge de l'individu, la taille, bien sûr, ou bien le diamètre de tumeur. On peut parler de est-ce qu'il y a quelqu'un de ses proches, ses parents, ses frères qui ont déjà eu un cancer, etc. Il y a plusieurs caractéristiques pour faire la conclusion. Alors ici, si on considère deux, par exemple, deux caractéristiques, deux variables qui sont la taille et l'âge, je peux représenter encore, je peux voir mon dataset dans ce repère-là. Juste, je fais comme j'ai fait précédemment, un cercle s'il s'agit d'une tumeur bénigne et un X en rouge si c'est maligne. Et cette fois, bien sûr, il faut chercher comment la machine va séparer ces deux classes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Bien sûr, on doit modéliser ce problème. On va chercher un modèle mathématique qui peut, bien sûr, modéliser ce problème-là. On peut parler alors on cherche une droite ou bien quelque chose que sépare, une barre, on va dire, qui sépare les deux classes-là, par exemple, voilà ce que vous voyez en violet. Cette partie, donc, on va dire, la machine, après avoir entraîné la machine, elle va déterminer cette courbe-là, cette fonction-là, qui va séparer les deux classes. Et puis, la machine, elle peut faire la conclusion. Si un nouveau patient entre dans notre base de données, avec, on sait très bien la taille de la tumeur et l'âge, on va dire, il a cette taille-là, la tumeur, il a un âge à peu près comme ça. La machine va dire, voilà, je pense que c'est bénigne, parce que c'est dans la classe de bénigne. Si un autre patient a une autre tumeur, donc la taille sera, par exemple, on va dire ici, et l'âge de ce patient, il sera là, donc il va dire, je pense, la machine, elle va répondre par, voilà, cette tumeur, je pense qu'elle est maligne. Donc, voilà, juste pour résumer, voilà la différence entre régression et classification. La régression, toujours, bon, le point commun, si on veut commencer par le point commun, c'est qu'on va faire entrer en machine plusieurs données, plusieurs exemples. Si vous voulez chercher de traduire les textes, vous devez déjà avoir plusieurs textes bien traduits. Si vous voulez prédire les prix d'une maison, déjà, vous devez fournir à la machine plusieurs exemples des maisons déjà vendues avec des prix raisonnables.
Si vous voulez déterminer est-ce qu'une tumeur est bénigne ou bien maligne, vous devez encore fournir ou bien faire entraîner votre machine sur plusieurs exemples de tumeurs. Voilà, alors, donc, bon, j'ai parlé des points communs, je n'ai pas parlé de la différence. Bon, pour la différence, c'est clair ici qu'on cherche une droite ici pour la régression, les résultats, le Y, le target, la cible, on va dire, la cible, ce qu'on va chercher, c'est un réel sur un intervalle. Il peut être ce réel-là, il peut être ce réel-là, n'importe quel réel, donc Y ici, n'importe quelle valeur. Mais pour la classification, il y a des classes. Donc, soit 0, soit 1, soit bénigne, soit maligne, soit chat, soit chien. On peut avoir 2 classes ou bien 3 classes ou bien plus que classes. Mais voilà, donc il y a des catégories, il y a des classes. Donc, la machine va préciser juste cette donnée, ça entre dans quelle classe ou bien quelle catégorie. Alors, les étapes maintenant, on a parlé des données, l'idée générale de l'apprentissage automatique. Alors, pour la classification et aussi pour la régression linéaire, hein, donc pour la classification, ça repose sur 4 notions clés, on va dire. Le dataset, les données qu'on a. Hein, il faut bien avoir des bonnes données, des données correctes, parce que c'est à partir de ces exemples que la machine va s'entraîner, voilà, donc va utiliser ces données-là pour déterminer les bons paramètres du modèle. Donc, première chose très intéressante dans la classification ou bien même dans la régression linéaire, c'est notre dataset. Alors, deuxième chose, après avoir voilà, donc visualisé notre dataset, on va, nous, c'est pas la machine, préciser le modèle. On va travailler avec quel modèle? Régression linéaire, classification, et même régression linéaire, ça sera sous quelle forme? Donc, en fait, on doit préciser finalement un modèle, on va fixer un modèle avec ses paramètres. Donc, un modèle, c'est-à-dire, c'est une fonction mathématique finalement. On va préciser quelle est la fonction mathématique qu'on va utiliser. Et là, juste la machine, qu'est-ce qu'elle va déterminer? Nous, on va dire, voilà, c'est une fonction, bon, je vous dis n'importe quoi, exponentielle, logarithme, polynomial, n'importe quelle fonction, mais on ne sait pas les paramètres. Ça sera 2x plus 3 ou bien 5x plus 2, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, on a déjà choisi le modèle, on a dit, voilà, ça va être une fonction sous la forme ax plus b. La machine, qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle va essayer de déterminer le a et b. C'est ce qu'elle fait. Les paramètres du modèle. Donc, ici, bien sûr, elle va commencer par des valeurs arbitraires au début. Comme si un petit enfant, et vous demandez d'un petit enfant de résoudre un problème. Il ne connaît rien, il va dire des résultats aléatoirement. Donc, c'est ce qu'elle fait la machine, en fait. Elle va donner au début des valeurs aléatoires. Donc, les paramètres peuvent être catastrophiques. Le A et B, elle peut choisir A et B n'importe comment. Et là, on doit calculer, on doit avoir la fonction coût, la fonction erreur, c'est-à-dire on doit calculer l'erreur commise par cette machine. Donc, elle va commencer par des paramètres quelconques, aléatoires, et puis on va calculer l'erreur commise, donc ce qu'on appelle la fonction coût. La fonction coût, c'est juste la différence ou bien cette distance-là entre les vraies valeurs, les valeurs réelles dans notre dataset et les valeurs fournies par la machine. On va faire la différence. Si la différence est grande, donc certainement, il y a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de minimiser l'erreur. Donc, on va entraîner la machine à chercher l'erreur minimale. Donc voilà, donc que ce soit pour la classification ou bien pour la régression linéaire, on a 4 étapes. Le dataset, les données, on a besoin des données. Le modèle ici, c'est nous qui va choisir le modèle. Bien sûr, un modèle, il y a des paramètres dans ce modèle-là. Et puis, la fonction coût, c'est elle qui va calculer l'erreur commise avec ce modèle. Et puis, l'algorithme d'apprentissage qui va chercher à minimiser la fonction coût ou bien l'erreur commise. Donc, voilà, le dataset, déjà, juste, c'est notre première
première étape, voilà, avoir un dataset. Juste là, on va bien sûr, puisqu'on va chercher un modèle, donc c'est une fonction mathématique, donc il faut bien se fixer avec des notations claires pour bien comprendre après c'est quoi la fonction coût, etc. Donc ici, si on parle de encore modèle de régression linéaire ou bien surface, on va dire surface d'une maison, on a les surfaces et on a les prix. Donc ici, c'est ce qu'on appelle X, la variable, Y, c'est notre cible, c'est ce qu'on va chercher. Bien sûr, on a déjà des données. Lorsque je dis on va chercher pour les nouvelles données, mais bien sûr, dans notre dataset, il y a déjà des données, voilà, un premier X, un premier Y. Donc ça, c'est notre premier exemple d'entraînement. Donc le X, c'est l'input, c'est notre entrée, ce qu'on appelle en anglais le features. Le Y, c'est l'output, c'est la fonction. C'est une fonction voilà, qui donne X et à chaque X, on associe un Y. Voilà. Donc, le X, c'est l'entrée, le Y, c'est la sortie. Le X, c'est le feature, les caractéristiques, et le Y, c'est notre cible, parce que finalement, on veut bien que la machine s'entraîne à donner pour des nouveaux X, elle nous donne les Y convenables. Voilà, ici, le M, ici, c'est le nombre des exemples d'entraînement. On a besoin de plusieurs exemples. Donc, ici, dans ce tableau, on a, ça, c'est le premier exemple, ça, c'est le deuxième exemple, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Ici, on a 47 exemples. Voilà, donc ici, ce couple-là, c'est un seul exemple, donc une seule maison. Juste, on a surface et prix. Donc, pour le modèle, si on choisit, bien sûr, puisqu'il s'agit de surface d'une maison, donc on va choisir le modèle de régression linéaire. Donc, on va choisir une droite. Mais maintenant, voilà, on va fixer donc, le modèle. On a choisi, ça y est. On a le dataset, ça y est, c'était le premier point. Le deuxième point, on a dit le modèle et ses paramètres. Donc, juste, je rappelle encore la régression linéaire, le modèle. Donc, on a dit, ça sera sous la forme Wx plus B ou bien Ax plus B. C'est une fonction affine, oui, donc Ax plus B ou bien Wx plus B. Donc, bien sûr, on va chercher quoi alors? On va chercher le W et le B. C'est le rôle de la machine. Donc, notre rôle est de préciser le modèle. Le rôle de la machine, c'est de trouver les paramètres qui sont W et B. Bien sûr, à chaque fois que vous changez W et B, on va avoir une autre droite, une autre droite. Voilà. À chaque fois que vous changez le W et le B, vous auriez une autre droite. Donc, la machine va chercher la bonne droite qui minimise les erreurs. Alors, voilà, donc c'est notre question ici. Maintenant, on va entraîner la machine à trouver les bonnes valeurs W et B. Alors, comment trouver les bonnes valeurs? Bon, on va dire, voilà, tiens, on peut commencer par des valeurs quelconques au début. Bon, ça, c'est une bonne droite, mais vous pouvez imaginer que la machine peut commencer par n'importe quelle droite. Et là, donc, ici, c'est une valeur réelle, c'est-à-dire c'est trouvé dans notre dataset. Donc, ici, si je considère cette valeur de X, la valeur réelle, c'est celle-là. Voilà, YI. Mais la valeur prédite par la machine, c'est l'image de XI sur la droite bleue. Voilà, c'est ce point-là. Donc, ça, c'est la valeur donnée par la machine. Et ça, c'est la vraie réelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une erreur là. C'est quoi cette erreur? Juste YI moins F de XI. Ça, c'est une erreur. Encore, ça, c'est encore une erreur. Si je considère ces données-là, la vraie valeur, l'image, la valeur ici, c'est celle-là. Mais la machine, elle a donné cette valeur. Donc, encore, il y a une autre erreur, ainsi de suite. Donc, voilà, on veut dire quoi par les erreurs? Donc, les erreurs, c'est juste la différence entre quoi? Entre la vraie valeur, la valeur de YI dans notre tableau, dans notre dataset, et la valeur prédite par la machine, qui est sur cette droite-là. On va faire la différence entre les deux au carré pour avoir une distance positive, parce que si je considère f de xi moins yi, tout simplement, alors là, je peux avoir f de xi moins yi
1, et puis f d'un autre point xj moins yj moins 1. Et si je fais la somme, se trouve 0, comme s'il n'y a pas d'erreur, mais finalement, vous trouvez, il y a une erreur là, il y a une erreur là. Donc, il faut toujours que la distance soit positive. Donc, c'est pour cette raison on considère la différence entre f de xi et yi au carré. Encore une autre raison pour qu'elle soit dérivable. Donc, vous pouvez dire, voilà, je considère la distance en valeur absolue. Mais vous savez, bon, si vous avez fait un peu de maths, vous savez que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en zéro. Et donc, on essaie d'avoir une fonction bien dérivable pour qu'on puisse dériver. Alors, voilà donc la fonction, l'erreur. Donc, qu'est-ce que je fais pour déterminer l'erreur? Alors, ça, c'est un premier point que je vais noter x1. Ça, c'est x2. Ça, c'est x3, x4, 5, 6. Donc, je fais quoi? F de x1 moins y1 au carré plus f de x2 moins y2, la deuxième erreur, au carré plus f de x3 moins y3, le tout carré, ainsi de suite. Donc, je fais la somme de toutes les erreurs. Et voilà, donc je somme sur, voilà, de 1 jusqu'à m, c'est-à-dire, voilà, je somme sur, on a supposé qu'on a m exemples d'entraînement. Et puis, je divise par m pour avoir quoi? Puisque je fais la somme des erreurs, et il y en a m exemples. Donc, si je divise par m, je trouve en moyenne l'erreur, c'est combien? Voilà, donc on calcule en moyenne l'erreur commise par la machine, c'est combien? Bon, vous pouvez voir ce 1,5 là, en fait, ça sert juste pour simplifier le calcul là. Parce que, en fait, notre but, c'est de minimiser la moyenne. Donc, oubliez ce 1,5 pour un moment. Notre but maintenant, voilà, on a la fonction coût, fonction qui calcule en moyenne, on a une erreur de combien? Et on va essayer de la minimiser. Mais juste, vous allez voir, pour la simplifier, le calcul, bon, minimiser J ou bien minimiser 1,5 fois J, c'est la même chose. Si J est minimal en un point X, 1,5 J est minimal au même point X. Donc, voilà, 1,5, ça, c'est une constante qu'on utilise juste pour simplifier le calcul. Voilà, j'espère la fonction coût, elle est claire pour vous, comment on a trouvé cette formule-là. Ça sert à trouver en moyenne l'erreur commise par la machine, c'est combien. Et maintenant, une fois on a déterminé, on a précisé notre modèle, donc on a notre dataset, on a précisé le modèle, donc on a les paramètres W, B, on a notre fonction coût. C'est quoi notre but maintenant? C'est quoi le travail de la machine finalement? Donc le travail de la machine, c'est de chercher le minimum de cette fonction. Elle va changer le W et le B. Donc, elle va à chaque fois changer W et B et calculer la fonction coût et elle va chercher la valeur minimale. On veut avoir une erreur minimale. Voilà. Bien sûr, vous pouvez imaginer que la machine peut commencer par des droites très éloignées des nuages de points, voilà, donc elle va changer le W et le B au fur et à mesure. On va parler quel algorithme on peut utiliser pour trouver la valeur minimale ou bien le minimum de la fonction coût. Mais ce qui est intéressant pour la fonction coût, c'est que quoi? Vous savez, en fait, cette fonction coût, si je veux l'écrire ici, c'est la somme y allant de 1 jusqu'à m. Le W, c'est en fait le f, par exemple, la fonction f, wxi plus b, on a dit, moins yi au carré. Et ça, c'est une fonction, la variable, n'oubliez pas, c'est w et b. Donc, c'est ce que on va changer quoi? C'est quoi la valeur qui varie à chaque fois? On va changer W et B. D'accord? Les X, Y sont là, les données, nos données. Donc, on va changer W et on va calculer J. Changer W et calculer J. On va chercher quelle est la valeur de W qui minimise J. Donc, n'oubliez pas, la variable, c'est W et B. Ce sont nos variables là. Et cette fonction, elle a cette allure-là. La fonction en W au carré, etc., elle a cette allure-là. On l'appelle une fonction convexe.
c'est quoi l'intéressant dans cette fonction-là? Ici, juste, donc la fonction coût, je parle. Ça, c'est notre modèle F. C'est une droite. Mais nous, maintenant, on va essayer de minimiser la fonction coût. Minimiser J, qui a cette allure-là, la fonction J. Donc, à chaque fois W change, la valeur de J va changer. Alors, ce qui est intéressant, que cette fonction est convexe. C'est-à-dire quoi convexe? C'est-à-dire elle possède un minimum global. Voilà le minimum, il est là. Donc, il suffit de le trouver tout simplement. Donc, on peut avoir une autre, voilà, fonction co, elle a cette allure-là, mais toujours, elle est convexe, elle possède un minimum global et donc, dans l'algorithme, on va chercher ce minimum-là. Bien sûr, lorsque vous travaillez avec W et B, là, on a dit juste je change W, J change, mais en réalité, on a W et B. On a deux paramètres, on a deux variables. Donc, je peux changer ici W, je peux changer B, et voilà, la fonction co reste toujours une fonction convexe. Donc, certainement, il y en a une erreur là que je veux chercher. Donc, c'est juste la question, quelle est la bonne W et la bonne valeur de B pour que la fonction erreur soit minimale. Alors, l'algorithme utilisé, bon, il y a des autres algorithmes, mais le plus utilisé pour chercher la valeur minimale de la fonction coût, c'est l'algorithme de descente de gradient. C'est quoi l'idée de l'algorithme de descente de gradient? L'idée est la suivante. Puisque la fonction est convexe, la fonction erreur, la fonction coût est convexe. Elle a cette allure-là, on est sûr de ça. Alors, on va donner, donc je suppose juste parce que je peux dessiner que pour un repère à deux dimensions, donc je suis W et J. Donc, mais vous pouvez imaginer, on peut généraliser s'il s'agit d'une fonction à deux variables. Alors, l'idée est la suivante. On peut commencer par n'importe quelle valeur de W. Voilà, commencer par cette valeur-là. Voilà la fonction. Et puis, on peut peu à peu faire des petits pas jusqu'à arriver au minimum. Tu peux encore dire, voilà, on peut avoir cette première valeur W, puisque la machine va commencer arbitrairement, elle peut avoir encore cette valeur. Oui, on va voir comment encore, si on est là, la machine va diminuer un peu jusqu'à arriver à valeur minimale. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la fonction co. Maintenant, voilà l'algorithme de gradient, comment ça marche. Alors, ici, ça c'est W, ça c'est la fonction coût J. Au début, on va demander choisir n'importe quelle valeur de W. On va dire peut-être il tombe sur cette valeur-là de W. Et la fonction coût n'est pas du tout minimale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée de la fonction J en ce point-là. Et là, on sait, juste si on a un peu de connaissances en mathématiques, cette fonction-là, certainement, est décroissante. Là. Et donc, la dérivée, elle sera comment? La dérivée est négative. Donc, la dérivée de J par rapport à W, certainement ici, hein, ça sera négatif. D'accord, ça sera négatif. Donc, cette dérivée est négative. Je le multiplie par une constante alpha. Et là encore, c'est un autre paramètre. On va parler de ce alpha-là. Je le multiplie par un petit alpha. Ça sera notre pas. D'une façon générale, on choisit alpha petit, en 0, en quelque chose comme ça. C'est notre pas. On multiplie une quantité négative par une quantité positive. Ça reste toujours négatif. D'accord. Donc, ça, c'est toujours négatif. Donc, tout ça, c'est négatif. Maintenant, je fais quoi? Je demande à la machine de faire ce boucle-là. W reçoit W moins la dérivée. Mais puisque la dérivée est négative, donc moins la dérivée, ça sera positive. Et donc W plus quelque chose. Donc W va augmenter. Comme si je dis, voilà, tu dois augmenter W dans ce cas.
Et une fois on augmente W, je tombe sur une valeur plus proche de la valeur minimale. Et encore, on va répéter, ça reste toujours décroissante. Encore, augmenter, jusqu'à trouver une valeur minimale. Maintenant, on peut se demander, d'accord, et si, comment ça marche cette formule, si on a, voilà, je reprends l'image, ça c'est W, ça c'est J, on a dit c'est la courbe comme ça, donc on a dit au début, on va choisir une valeur arbitraire, si on tombe sur cette valeur-là, au début, comment ça marche cet algorithme-là? La même formule reste toujours applicable. Comment? Parce que ici, si on est dans ce point-là, certainement, la fonction, elle est croissante, vous voyez. Donc, la dérivée dans ce cas, ça sera positive. Et je le multiplie par le pas qui est positif, ça reste toujours positif. Et moi, je demande de répéter le boucle W moins ça. Donc, W moins une quantité positive, ça va reculer. Dans ce cas, va reculer avec le pas alpha et donc jusqu'à arriver à une valeur qui minimise la fonction J, la fonction Q. De même, donc la même idée ici pour B, toujours. Donc voilà l'idée générale de l'algorithme de descente de gradient. Donc ça marche. Au début, juste la machine va choisir une valeur arbitraire, que ce soit de W ou bien de B. Et puis, pas à pas, donc on va donner un petit pas alpha et elle va répéter ces deux opérations pas mal de fois jusqu'à trouver une valeur qui minimise la fonction Q. Donc, voilà, bien sûr, ça c'est j'essaie de simplifier les choses, donc avec une seule variable X, mais vous pouvez imaginer, on peut avoir plusieurs facteurs pour déterminer le prix convenable pour une maison. On peut parler de la surface, mais encore nombre de chambres, est-ce que c'est haute-standing ou pas, etc. Parlons maintenant au modèle ou bien de deuxième type d'apprentissage supervisé, c'est le type de classification. Donc, classification, on a des entrées, on veut savoir on est dans quelle classe ou bien dans quelle catégorie. Par exemple, est-ce que ici, si je considère une image, je peux savoir est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est heureux ou bien triste. Donc, voilà les exemples classiques dans le type de classification. Est-ce qu'un mail est un spam ou pas? Est-ce que, pardon, oui, est-ce qu'un mail est un spam ou pas? Voilà. Est-ce que la tumeur est maligne ou bien bénigne, etc. Donc, il y en a, juste on peut répondre à cette question par, voilà, oui ou bien non, 0 ou bien 1. Ou bien s'il y a plusieurs catégories, on peut avoir catégorie 0, catégorie 1, catégorie 2, etc. Donc, ici, c'est quoi la grande différence entre les modèles de classification et la régression linéaire? C'est que Y ne prend que des valeurs on va dire, dans un ensemble discret. Bon, là, si je veux simplifier les choses, donc soit 0, soit 1. Deux valeurs, exactement deux valeurs. Donc, cela s'appelle une classification binaire. Binaire, c'est-à-dire qu'il y en a juste deux catégories ou bien deux classes. Toujours, donc voilà, ici, notre représentation de dataset. Et on a pensé, mais on peut peut-être chercher avec le modèle de régression linéaire, c'est-à-dire chercher une droite. On peut garder le même modèle et se demander, voilà, chercher la bonne droite entre au mieux dans ce nuage de points. Voilà, on applique la même idée que la régression linéaire. Et d'accord, on peut penser à ça, d'accord. Et une fois on a trouvé la bonne droite qui entre dans ce nuage de points, on va juste fixer une barre. Par exemple, on va dire puisque les catégories sont soit 0, soit 1, donc on va dire, ici, je prends 0,5 comme barre. Donc ici, voilà, je considère, donc maintenant, voilà, je trouvais l'antécédent de 0,5, c'est ce point-là. Maintenant, une tumeur ayant une surface plus petite que ce point-là, elle est bénigne. Et une tumeur ayant une surface ou bien un diamètre plus grand que cette valeur est maligne. D'accord. Donc, sur cet exemple, ça pourra être intéressant. Mais imaginez qu'on a maintenant une nouvelle donnée.
Voilà, une autre donnée, on a un autre patient avec une tumeur qui a une grande surface ou bien grand diamètre. Et maintenant, cette droite-là va bien sûr changer. Et on va considérer une droite qui entre au mieux dans ce nuage, va être quelque chose comme ça maintenant. Voilà. Et maintenant le 0,5. Voilà le 0,5. Voilà l'antécédent ici. Donc là, il va classer ces points-là comme Malini, comme Benini, pardon. Et ça se voit si encore on a des autres données, les choses vont être vraiment très loin de la réalité. Donc, c'est pour cette raison que la méthode de régression linéaire, ça marche pas beaucoup dans le modèle de classification. Donc, parce que, OK, ici, ça se voit que je peux avoir une bande ici et divisée à partir de la droite de régression. Mais ce que j'aime pas sur bien, euh, ce qui est mal avec le modèle de régression linéaire ici, c'est que la fonction f, là, elle peut avoir une infinité de valeurs. Hein. Elle peut avoir 5000 ou bien des valeurs négatives. Et moi, je sais très bien que les valeurs, elles doivent être soit 0, soit 1. D'accord? Et donc là, vraiment, le modèle de régression linéaire, on ne trouve pas que ça va résoudre le problème de classification. Nous, on aime bien, ou bien on aimerait bien chercher une fonction qui ne prend que les valeurs qui sont, on va dire, entre 0 et 1 en moins. Hein, on ne va pas dire que, donc, entre 0 et 1. Voilà. Donc, on va chercher une fonction mathématique qui a cette allure-là. Donc, elle a cette allure-là, voilà, toujours positive. Donc, elle prend des valeurs pas moins que 0, ne prend pas des valeurs négatives, et pas plus que 1, ne prend pas des valeurs plus que 1. Et là, une fonction utilisée, c'est la fonction sigmoïde ou bien la fonction logistique qui est donnée par g de z égale 1 sur 1 plus expo moins z. Oui, de maths, je sais, mais voilà, juste ça résout le problème. Alors, la bonne chose dans cette fonction, vous savez, l'exponentielle, c'est toujours fonction positive. Donc, l'exponentielle de n'importe quel réel va être une quantité positive. Donc là, 1 plus une quantité positive, donc ce qui est dans le dénominateur ici, c'est plus grand que 1, certainement. Et si je passe à l'inverse, 1 sur, ça sera inférieur à 1. Donc, on est sûr que cette fonction toujours inférieure ou égale à 1. Et encore, l'expo est positive, 1 plus expo positive, 1 sur l'expo est positive. Donc, cette fonction-là, elle est bien entre 0 et 1. Donc, tu varies z comme vous voulez, que ce soit z négatif, z positif, comme vous voulez. Ça reste toujours cette fonction, elle a cette allure-là, et ça reste toujours une fonction entre 0 et 1. Donc, nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le modèle ici? On appelle ce modèle la régression logistique. Pourquoi la régression logistique? Parce que voilà, ce n'est pas la régression linéaire. On n'a pas considéré la fonction modèle sous la forme ax plus b ou bien wx plus b tel qu'il est, mais juste on a un peu modifié. On a utilisé la fonction sigmoïde qui sert à quoi? Juste d'avoir des résultats qui sont toujours entre 0 et 1. Voilà alors notre fonction dans le modèle de classification avec le modèle de régression logistique. On va considérer toujours la fonction fwbx, mais ce n'est pas elle qui est égale à wx plus b, non, c'est égal à 1 sur, voilà, 1 sur 1 plus expo moins wx plus b. Voilà notre fonction de régression logistique. Donc ici, juste là, X, ça représente, si on parle toujours, on considère toujours l'exemple des tumeurs malignes ou bien bénignes. Là, X, ça représente quoi? Ce qui est dans notre tableau de données, dans notre dataset, ça représente la taille de tumeur. Et le Y, dans notre dataset encore, c'est est-ce que c'est maligne ou bien bénigne? Les résultats réels qu'on dispose déjà.
donc sur lesquels la machine va s'entraîner. Et juste, la machine va chercher toujours les bons paramètres. Voilà, ça, c'est le rôle de la machine. Chercher W et B pour notre fonction, pour notre modèle. Donc, bon, bien sûr, ici, on va supposer qu'elle a trouvé les bonnes W et les bons paramètres W et B. Donc, on calcule maintenant, si on a une nouvelle donnée, on a déjà des données, etc. Ma ligne, B ligne, on a la fonction FWBX, on a trouvé la bonne fonction. Et maintenant, j'ai une nouvelle tumeur, voilà, une nouvelle tumeur là. Et je cherche l'image tout simplement. Voilà, je cherche l'image par cette fonction F. Je trouve par exemple, c'est 0,7. On a dit, ça ne va pas dépasser le 1, toujours. La bonne chose ici pour notre fonction, ça va être toujours entre 0 et 1. Alors, si une nouvelle donnée on a, X, une nouvelle tumeur avec une taille X, et juste déjà, la machine a cherché les bonnes W, les bonnes paramètres W et B. Donc, elle calcule tout simplement. Elle va trouver 0,7. Alors, c'est quoi la décision? On va dire la probabilité ou bien la chance que cette tumeur soit maligne, c'est 70%. Voilà, donc là, dans ce modèle, on donne des probabilités, des pourcentages, puisque les valeurs vont être toujours entre 0 et 1. Donc, si on trouve une valeur 0,1, donc on va dire 10% que cette tumeur soit maligne. On trouve 0,5, donc on va dire 50%, 50% soit maligne, soit 50% soit bénigne. Donc ici, ce modèle de régression logistique, il donne les probabilités qu'une tumeur ou bien qu'une nouvelle donnée soit dans une classe bien déterminée. Bien sûr, si on parle de plusieurs features, bon, là, on a parlé de juste un seul X, c'est juste le diamètre de tumeur. Bien sûr, on peut parler de diamètre et aussi l'âge ou bien des autres facteurs. Là, on peut encore avoir donc X1, le premier facteur. X1, c'est le premier facteur, c'est le diamètre. X2, c'est l'âge, par exemple, du patient. Et dans ce cas, toujours, je fais W fois X, mais cette fois, ce produit-là, ce n'est pas un produit scalaire entre deux réels, mais produit matriciel. Bon, produit entre deux vecteurs, je ne sais pas parce que quelle est votre spécialité, donc pour ne pas compliquer les choses. Donc, c'est juste toujours G de WX plus B avec ici le produit. Maintenant, c'est produit entre vecteur et vecteur. Le vecteur W, c'est W1, W2. Le vecteur X, c'est X1, X2. Bien sûr, bon, si je considère encore là la fonction, alors là, on cherche, bon, si je considère encore, je reviens alors juste, on a dit comment je prends la décision. Ici, comment on prend la décision pour dire une tumeur est bénigne ou bien maligne. Donc, j'ai fait cela pour expliquer. Alors, pour cette fonction-là, bon, qui a la forme suivante, 1 sur 1 plus expo moins z. Elle a cette allure-là, entre 0 et 1, toujours. Ça, c'est 1, ça, c'est 0. Et ça, c'est... Si je remplace z par 0, ça sera un demi, si vous avez bien compris. Et là, donc, juste... Donc, le z qui est, on peut dire, c'est sous la forme wx plus b. C'est ça notre z. Donc, là, quand cette fonction a une valeur supérieure à 1,5 et quand cette fonction sigmoïde a une valeur inférieure ou égale à 1,5. Donc, ça, c'est clair. Donc, si z là est nul, on trouve le 1,5. Donc, si z est positif, on trouve une valeur plus grande que 1,5. Et si z est négatif, on trouve une valeur inférieure à 1,5. Donc, ce qui sépare les deux classes, si vous avez remarqué, ce qui sépare, donc on va dire ça, c'est la première classe, ça, c'est la deuxième classe, c'est le point où la valeur de z égale 0. Voilà. Maintenant, ici, si encore, on a dit, on a deux features.
deux facteurs, l'âge par exemple du patient et le diamètre de tumeur, bien sûr, on va considérer ça, on va prendre ça en considération. Et donc, il faut appliquer la fonction sigmoïde 1 plus expo moins quoi? Moins toute cette fonction-là. W1, X1. X1, ça représente l'âge par exemple, plus W2, X2. X2, c'est le diamètre, plus B. Bien sûr, les paramètres maintenant, la machine, elle va chercher W1, W2 et B. Elle va chercher les bons paramètres qui minimisent l'erreur. On va parler de l'erreur. Donc maintenant, c'est quoi, comment on prend la décision? Toujours quand cela s'annule. Ça s'appelle la bande de décision. Parce que si ça c'était supérieur ou égal à 0, on va dire c'est ma ligne. Si cette quantité encadrée là inférieure à 0, on va dire c'est bénigne. Donc, on va chercher toujours quand cette équation s'annule. Par exemple, ici, je suppose que le W1 trouvé par la machine, c'est égal à 1. La W2 trouvée par la machine, c'est encore 1. Et le B égal à moins 3. Donc, le Z s'écrit sous la forme X1 plus X2 moins 3. Donc, c'est quoi la bande des décisions? Ici, c'est juste quand cette quantité s'annule, cette quantité lorsque x1 plus x2 égale 3, c'est-à-dire la droite ici d'équation x1 plus x2 égale 3, cette droite-là. Voilà, ça s'appelle la bande de décision. Donc, si le z maintenant est plus grand que 0, on peut dire, donc si on trouve un autre point maintenant ici, la machine va dire, voilà, c'est probablement ma ligne. Et si on a une donnée là, donc la machine, elle va dire probablement bénie. Bien sûr, la bande de décision peut être encore pas vraiment une droite. On peut avoir des courbures. Et ici, bien sûr, comment je peux savoir? On a déjà les données, on a visualisé les données, donc je peux voir l'allure des données. Donc, je peux voir ici que la bande de décision ne va pas être une droite, mais plutôt quelque chose comme un cercle. Voilà. Et donc là, on va choisir ce modèle-là. Toujours la fonction g, c'est 1 sur 1 plus expo moins z. Avec z, cette fois, on a choisi W1 x1 carré plus W2 x2 carré plus b. Et là, toujours, voilà, la machine va chercher les bons paramètres W1, W2 et b. Et c'est quoi la bande décision? La bande de décision, c'est quand cette équation s'annule, on va trouver, c'est l'équation d'un cercle. Voilà donc la bande de décision. Si on trouve une nouvelle donnée à l'intérieur du cercle, donc on va dire c'est inférieur à, donc là, à la bande de décision, donc on va dire probablement bénigne. Et si on trouve un nouveau point là, on va dire probablement maligne. Voilà donc on a parlé de l'ensemble d'entraînement, on a un tableau, on peut avoir juste un seul facteur, un seul feature ou bien plusieurs. Donc, on a un tableau, que ce soit un tableau Excel qu'on peut faire entrer dans Python. Et on cherche toujours la cible W. Bien sûr, pour le modèle de classification, on peut utiliser la fonction sigmoïde ou bien le modèle qu'on a vu, régression logistique. Maintenant, toujours, on a parlé des quatre étapes dans la classification. OK, le dataset, c'est bon. Le modèle, OK. Maintenant, la fonction coût. La fonction coût, c'est elle qui va calculer l'erreur commise entre, ici, entre quoi et quoi, juste, voilà, entre la valeur dite par la machine, selon le W qu'elle a choisi et le B, c'est-à-dire elle va donner cette valeur-là, expo moins, voilà, on va dire Z, mais Z tout dépend. On va dire, allez, WX plus B. Voilà, donc la valeur dite par la machine et la vraie valeur, parce qu'on a dans notre tableau déjà, on a des valeurs. Donc ça, c'est notre premier XI. Ça, c'est notre premier exemple d'entraînement. D'accord, donc ça, c'est notre X1. X1. Et ça, c'est le Y1. Donc, la machine, elle va associer à ce X1 une image, F. Alors, c'est quoi l'erreur? C'est juste la différence entre les deux. Voilà. Donc, c'est ça la fonction coût.
Alors, est-ce qu'on va considérer la même fonction que dans le modèle de régression linéaire? Alors, c'est quoi la différence ici entre le modèle de régression linéaire et le modèle de régression logistique? Dans la régression linéaire, on a dit que la fonction f, c'est sous la forme wx plus b. Donc ici, la fonction erreur ou bien la fonction q va être wx plus b moins y au carré, qui est une fonction convexe. Mais maintenant, notre fonction, malheureusement, elle n'a pas cette forme-là. Notre fonction, c'est 1 sur 1 plus expo moins wx plus b. Et si on va garder la même formule, on va trouver 1 sur 1 plus expo moins wx plus b moins y le tout carré. Et ça, en w et en b n'est pas une fonction convexe. D'accord, n'est pas une fonction convexe. C'est quoi l'inconvénient? On peut l'utiliser toujours, ça donne l'erreur. D'accord, ça donne l'erreur. Mais n'oubliez pas que nous, on va utiliser un algorithme qui va chercher la valeur minimale. Et là, l'algorithme de descente de gradient peut se bloquer puisque la fonction n'est pas convexe. Donc, si on a une fonction qui n'est pas convexe, donc il peut commencer par une valeur W arbitraire ici. Là, il va faire des petits pas, il va être coincé là. Il ne va pas trouver la valeur minimale qui est ici. Donc, pour le modèle de régression logistique, on ne peut pas trouver avec cette fonction Q puisqu'elle n'est pas convexe et donc on ne peut pas appliquer l'algorithme de descente de gradient. Alors, au lieu de utiliser la fonction Q précédente, utilisée dans le modèle de régression linéaire, on va définir une nouvelle fonction Q. Alors, cette fonction maintenant, c'est quoi notre but? Juste si la valeur prédite de la machine, qui est f de xi, est très loin de yi, il faut que l'erreur soit importante. Et si elle est très proche de yi, il faut que la fonction q soit trop petite. Voilà, ça c'est l'idée. Alors, on a défini cette fonction. On a utilisé la fonction logarithme. Pourquoi la logarithme? Parce que c'est la fonction logarithme, en fait, elle est comme ça. Donc, moins log, elle sera quelque chose comme ça. Et avec cette fonction moins log, on peut rendre notre fonction bien convexe et par la suite, on peut appliquer l'algorithme de descente de gradient. Donc, juste, je vous explique pourquoi ça marche très bien avec cette fonction Q. Alors, imaginez que voilà ici, donc juste, il faut avoir au moins une idée sur la fonction logarithme. Voilà la fonction logarithme. Bon, log, elle fait comme ça, mais moins log, donc c'est l'opposé de la fonction. Elle a cette allure-là. Ça, c'est 1. Log de 1, c'est 0. Je pars de la fonction ln. Hein. Et ln de, vous savez, ln de 0, c'est moins l'infini, mais ici, c'est moins ln de 0, ça va être plus l'infini. Voilà la courbe de la fonction ln. Maintenant, imaginez que dans notre tableau, on a le x1 et le y1. Avec voilà, la taille ou bien le diamètre de tumeur, ça va quelque chose. Mais ici, après le diagnostic, on a trouvé que c'est maligne. Donc ici, les données qu'on a dit que cette tumeur-là, elle est maligne. Alors, si f de xi, la valeur donnée par la machine, est très proche de 1, f de xi très proche de 1. Donc, on est dans le cas où yi égale à 1. Hein. On a un résultat 1. Il y en a deux cas. Si le yi égale à 1, soit l'ordinateur a vraiment donné une valeur très proche de 1, et on va dire bravo à l'ordinateur, donc la fonction Q doit être petite, et soit la fonction, l'ordinateur va donner une valeur très loin
de 1 et dans ce cas, on doit pénaliser l'ordinateur. On va donner une valeur très grande à la fonction coût pour dire attention, là, il y a une faute, tu dois minimiser. Alors, si f de xi est très proche de 1, regardez, si ça est très proche de 1, donc on est là, très proche de 1. Donc, le logarithme d'une valeur très proche de 1 est très faible, elle est presque 0. Voilà, donc pour dire juste très bien à la machine, tu as trouvé une valeur très proche de y réelle. Maintenant, imaginez toujours que la machine n'a pas donné une valeur très proche de 1. Au contraire, les vraies données, ça donne 1 et la machine, elle a donné une valeur f de xi très loin de 1. Bien sûr, lorsque je dis très loin de 1, la machine, déjà, elle donne des valeurs entre 0 et 1. Donc, lorsque je dis très loin de 1, c'est-à-dire certainement très proche de 0. Très proche de 0, donc on va dire quelque chose ici. Et là, la fonction ln, elle tend vers l'infini ici. Donc, certainement, si la machine, elle va donner 0, 1, mais que la vraie valeur ici, c'est une tumeur maligne, donc elle doit être 1. Mais l'ordinateur donne 0, 1. Donc ici, on va associer à la fonction coût log de 0, 1, qui est bien sûr une valeur très grande négativement, mais avec ce signe moins, elle sera une valeur très grande positivement. C'est pour voilà, donc il faut faire attention. Ici, il y a une grande valeur. Même chose ici maintenant, si je considère le deuxième cas. Supposons que dans notre donnée, dans notre dataset, on a un XI avec une tumeur bénigne, 0. Donc, le résultat 0. Alors, l'ordinateur va donner des résultats pour ce XI. Donc, étant donné ce XI, il va faire le calcul selon les paramètres W et B qu'il a trouvés. Et là, on aime bien que la valeur soit très proche de la valeur réelle, soit 0. Donc, on a dit YI, c'est 0. Alors, si f de xi très proche de 0, la fonction coût doit être petite, parce qu'on va dire, voilà, très bien à l'ordinateur. Alors là, si j'applique cette formule, si yi égale à 0, on a 1 moins f de w, puisque f de xi, c'est presque nul. Donc, 1 moins 0, c'est 1. Donc, certainement, on va être une valeur ici, qui est très proche de 0 encore. Donc, très bien. Donc, on n'a pas associé une grande valeur à la fonction coût. Et si maintenant, au contraire, le yi égale à 0, mais la machine a donné une valeur très proche de 1, on va dire 0,7 ou bien 0,8, alors dans ce cas, on va faire le calcul de moins log 0,2, parce que 1 moins 0,8, c'est 0,2. Et 1 moins log, voilà, log de 0,2, c'est très grand négativement, donc ça sera quelque chose de très grand positivement avec le signe moins. Et voilà juste une méthode pour associé si la valeur est très proche, la valeur de f de xi, très proche de la valeur 0 ou bien la valeur 1 réelle dans notre donnée, on doit associer une petite erreur à la fonction coût. Et si la machine a comme une grande erreur, elle a donné une valeur très éloignée de la vraie valeur dans notre dataset, on va associer une grande valeur à la fonction coût. Et comme ça reste toujours donc notre but, l'algorithme, c'est quoi? Minimiser cette erreur. Parce que minimiser cette erreur-là, ou bien minimiser cette fonction coût-là, ça va améliorer les W et B à trouver les bons résultats. Voilà, donc juste au lieu d'écrire si et sinon, oui, on a deux cas. On peut simplifier cette expression que vous le voyez là. Si y égale à 1, celle-là, voilà, si y égale à 1, on va considérer cette expression. Et si y égale à 0, on va considérer cette expression. On peut encore simplifier cette expression. Je veux écrire la fonction coût comme suit. Bien sûr, si y égale à 0, tout ça s'annule et je trouve cette formule. Et si y égale à 1, tout ça s'annule et je trouve la première formule. Donc, juste une méthode pour simplifier l'écriture de la fonction coût. Donc, on a parlé dans le modèle de régression logistique. Maintenant, l'idée générale, c'est un modèle de classification. On cherche
la bande de décision, on a choisi la fonction sigmoïde qui va donner des valeurs entre 0 et 1. On a défini la fonction coût et maintenant juste la bonne chose que c'est la fonction coût ici, c'est une fonction convexe. Et donc, on applique encore l'algorithme de descente de gradient avec les mêmes formules, exactement les mêmes formules là. On ne va pas changer et la descente de gradient va chercher toujours, va dériver, ainsi de suite. Il va trouver la valeur qui minimise notre fonction coût, les paramètres qui minimisent notre fonction coût. Donc, voilà un résumé sur la régression logistique qui est un modèle pour résoudre des problèmes de classification. Le modèle de régression logistique, on a utilisé la fonction sigmoïde qu'on a noté 1 sur voilà, 1 sur 1 plus expo moins wx plus b. Alors, puis on a défini la fonction logless, on appelle en anglais logless, puisqu'on a utilisé la fonction logarithme, qui est encore une fonction convexe. Et ça, c'est une bonne chose pour dire que voilà, tiens, tu peux appliquer alors la méthode de descente de gradient. Voilà pour la classification. Bien sûr, dans mon exemple, j'ai donné la classification binaire, c'est-à-dire juste deux classes, biligne ou bien maligne, c'est-à-dire oui ou non, mais bien sûr, on peut parler de multiclasses, plusieurs classes ou bien plusieurs catégories. Juste encore, il faut savoir qu'en fait, voilà, j'ai donné un algorithme, un seul algorithme pour la classification, la régression logistique qui donne la probabilité d'appartenance à une classe. Ça va donner finalement un réel entre 0 et 1, on va dire c'est 0,7. Si j'obtiens 0,7, on va dire probablement c'est 1. Si on trouve une valeur 0,2, on va dire probablement c'est un 0, ainsi de suite. Mais il y a plusieurs autres algorithmes pour les problèmes de classification. Bien sûr, ici, puisque l'ordinateur se base principalement sur les données, donc il faut bien préparer les données, il faut les nettoyer, sélectionner les caractéristiques. Et là, je pense, Madame Nusseib, elle a fait déjà séminaire ou bien conférence ou bien quelques formations, j'ai oublié, sur comment utiliser Panda, la bibliothèque de Python pour l'analyse des données, pour nettoyer les données. D'une façon générale, en machine learning, on fait quoi? Si on a plusieurs données, on va dire des milliers de données, on va diviser les données. Par exemple, ça, ces données, je vais utiliser pour apprendre la machine. Donc, on va dire ça, c'est les données d'entraînement. On va les utiliser, on va faire entrer ces données à la machine pour chercher, pour l'appliquer, bien sûr, à calculer la fonction coût à chaque fois et minimiser l'erreur. Et puis, une fois il a trouvé le point minimal et tout, on va donner des nouvelles données. Nouvelles données, donc certainement, si on ne va pas attendre des nouvelles données. Donc, si on a des milliers de données, on va diviser partie des données pour l'apprentissage, pour l'entraînement, et une autre partie pour l'évaluation. On va dire, peut-être on n'a pas choisi le bon modèle, parce que c'est nous, l'être humain, qui cherche le modèle. Donc, on peut, par exemple, faire notre entraînement, et puis, une fois on a trouvé l'erreur minimale, on va entraîner le modèle sur, ou bien passer au modèle avec les données de test et voir quel est le meilleur résultat avec quel modèle, par exemple. Voilà, donc c'est tout. C'est juste, voilà l'idée générale, comment faire un petit projet avec la méthode les classifications ou bien la méthode de régression logistique. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, posez vos questions. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Qui ont des questions? Allez, tout le monde. C'est le moment ou jamais. Vous pouvez les poser soit en levant la main, soit en l'écrivant sur le chat. Est-ce que tout est clair?
Tout le monde a bien compris? C'était clair, compréhensible? Vous avez tout compris? Pas de Il n'y a pas eu de difficulté? Uhum. Ok, je pense que docteur, ils ont bien compris. Ils n'ont pas de J'espère. questions. Bon, je ne sais pas, j'aimerais savoir leur Donc, spécialité. Est-ce qu'ils sont des étudiants en spécialité informatique, maths ou bien autre chose? alors, qui est en mathématiques, technologie? Allez. Hmm. Alors, regardez, je vais poser une question quand même. Je pose une question et j'aimerais bien avoir une réponse pour savoir est-ce qu'ils méritent leur certificat ou pas. Si je veux déterminer, est-ce que, voilà, je veux faire entrer à la machine un texte et j'aimerais savoir ce texte est écrit dans quelle langue. Il s'agit de quel modèle? Est-ce que c'est régression ou bien classification? La question, elle est claire? Mhm. Allez, tout le Donc, monde? si juste, j'aimerais juste entraîner la machine à déterminer, à chaque fois je fais entrer une phrase, elle va déterminer est-ce que cette phrase est écrite en anglais, ou bien en français, ou bien en arabe, ou bien en espagnol. Là, est-ce qu'il s'agit d'un problème de classification ou bien régression linéaire? Très bien, voilà. Hassan Swalifan, il mérite le certif. Les autres, non. Super. Eh bien, tout le monde, faut pas mettre docteur Putz en colère, hein. Ok, vous n'avez pas de questions, donc à la fin du séminaire d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Voilà, je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie énormément, Malak, pour votre présence toujours. Merci à tous les participants. Voilà, c'est tout. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, nous avons un certificat de participation. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons dans nos prochaines activités. Ne loupez pas nos surprises. Nous vous réservons de très, très grandes surprises dans l'avenir. À très bientôt et au revoir. Merci et bonne soirée. Merci, Hassan.